Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va faire le point sur un NVR Dahua, il a un petit peu d'âge, c'est ce NVR de 8 canaux, aujourd'hui on va le brancher et le configurer avec une caméra qui est aussi de marque Dahua. Donc pour paramétrer ces NVR, il y a deux manières, où on le fait depuis l'écran du NVR ou depuis la page web, et on va faire les deux méthodes. On va commencer directement par l'écran du NVR. Donc sur l'écran du NVR, on a effectivement la mosaïque. On va aller tout de suite dans le menu pour pouvoir rajouter une caméra et pouvoir voir les différentes options qui sont disponibles. Donc le menu il se présente comme ça en trois parties. On va aller tout de suite en bas à gauche dans caméra et on va faire une recherche. Donc il a bien retrouvé la caméra de marque Dahua. Je vais cliquer dessus et je vais demander qu'on la rajoute. Ici j'ai la possibilité de faire quelques modifications tout de suite. Donc je peux choisir le protocole. Donc Private, c'est quand on utilise un NVR qui est de la même marque que la caméra, c'est ce que vous allez sûrement choisir. Sinon, eh bien, il y a le protocole OnVIF, donc ça, c'est souvent utilisé lorsqu'on veut rattacher une caméra d'une marque type Ashika Vision sur du Dahua. Bon, on va activer le mode OnVIF sur la caméra et on va essayer de se connecter directement du NVR en OnVIF. Alors en OnVIF, il y a pas mal d'options qui est disponible. On a le micro si nécessaire. On peut aussi piloter si c'est un dôme comme un PTZ. Il y a différentes versions de OnVIF, donc il faut bien vérifier que tout ça soit compatible, mais le mieux c'est de faire un test. Moi je vous conseille de faire un test en labo, vous le laissez une bonne semaine, vous voyez si la connexion elle est stable, si votre dôme fonctionne toujours en OnVIF, si ça fonctionne avec deux marques différentes bien sûr. Si c'est de la même marque, généralement vous n'avez pas de souci. Donc à ce moment-là, si ça se connecte bien et ça fonctionne bien, et ben vous pouvez l'installer en haut d'un toit sans être obligé de le redémonter et de changer de modèle. On a l'option générale, alors là c'est quand on doit le faire fonctionner avec un flux RTSP, donc ça ressemble un peu à une URL, mais sauf qu'à la fin, enfin au début, c'est marqué RTSP, vous mettez votre login, votre mot de passe, l'adresse IP, et la fin. Cette partie-là, déjà, vous avez saisi déjà tout ça, mais en plus, la fin, elle est différente pour chaque marque de caméra. Donc, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, le RTSP. Donc, on fera ça plus tard dans la chaîne. En tout cas, c'est à cet endroit-là où vous pouvez renseigner donc deux flux RTSP, le flux principal, là où vous avez l'image en bonne qualité, et le flux secondaire, c'est la qualité elle est dégradée, mais c'est fait volontairement pour pouvoir l'afficher dans la mosaïque sur un téléphone portable lorsque vous êtes en campagne et que vous captez mal. Donc pour notre exemple, nous, on est sur du Dahua avec un enregistreur Dahua, donc je vais mettre Private. Ici, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, c'est pratique de mettre le nom de la caméra quand même. Le port, vous pouvez le laisser comme ça, sinon vous pouvez changer sur la caméra, et si vous le changez sur la caméra, bien sûr, il faudra le modifier à cet endroit-là. Ensuite, le login, le mot de passe, je vous apprends rien. Là, est-ce que vous voulez que le décodage se fasse plutôt sur le temps réel, ou est-ce que vous voulez que ça soit fait plutôt sur la fluidité? Donc, c'est important peut-être dans un magasin de voir s'il y a un vol ou autre, d'avoir quelque chose où il y a très peu de délai entre ce qu'on voit à l'écran et ce qui se passe réellement dans le rayon. Par contre, peut-être si vous filmez par exemple chez vous et que vous voulez voir quelqu'un qui passe dans votre jardin ou autre, vous voulez peut-être que ça soit fluide parce que vous n'êtes pas à une seconde près. Par contre, vous voulez voir précisément à quel endroit il est passé, quel geste il a fait. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez mettre fluide. Alors, Remote Channel, ça c'est intéressant. Il me semble que c'est quand vous avez des caméras avec plusieurs objectifs ou plusieurs caméras en une. C'est à cet endroit-là que vous pouvez sélectionner en disant je veux cette caméra mais je veux l'objectif du haut, l'objectif du bas, etc. Il y a beaucoup j'ai beaucoup installé de dômes qui avaient 3 ou 4 objectifs, donc généralement ils en ont 2 pour faire une vision en 180 degrés en haut, et puis en bas vous avez carrément le dôme qui pivote pour pouvoir aller pourchasser s'il y a quelqu'un qui rentre par exemple sur un parking. Donc là à cet endroit-là c'est à renseigner ici, donc il faut vérifier sur la caméra laquelle est la caméra 1, 2 ou 3, même si c'est la même adresse IP, informatiquement, vous avez affaire à 3 caméras différentes. Et à cet endroit-là, vous pouvez sélectionner la caméra. Là, dans notre exemple, je vais m'arrêter à une caméra, ça sera suffisant, puisque si vous avez paramétré une caméra, vous savez le faire. Pour 60 caméras, c'est tout le temps la même chose. Dans le menu, vous avez aussi l'option image qui va vous permettre de traiter la colorimétrie de la caméra. Si vous souhaitez que ça soit plus sombre, si vous souhaitez que ça soit plus clair, ça c'est à voir généralement directement sur place. C'est pas les mêmes informations qu'il faut mettre
mettre le jour, la nuit, ou même à une période de coucher de soleil ou de lever de soleil. Donc c'est à tester sur place. Il y a pas mal de fonctions qui permettent de trouver quelque chose qui convient globalement à la position de la caméra. Vous pouvez aussi choisir de retourner l'image, ça peut être utile. Dans certains cas, vous pouvez aussi choisir de faire une rotation de la vidéo. Si par exemple elle a été posée à l'envers, pas besoin de se déplacer pour la remettre dans le bon sens, vous pouvez le faire directement ici. Et par exemple, si elle a été posée au mur et que quelqu'un l'a posée dans le mauvais sens, vous avez la possibilité de faire la modification ici. Ensuite, vous avez différents modes de traitement de la colorimétrie, encore une fois. Je sais que le WDR, c'est pratique lorsque vous avez de forts contrastes sur une même vidéo, sur un même champ, et vous pouvez bien sûr jauger la force que vous mettez sur les différents traitements de l'image. Ça, c'est quelque chose à voir et à modifier directement sur place. Ensuite, vous pouvez choisir si la caméra, elle va basculer directement en jour et en nuit. Vous pouvez le laisser en auto, généralement ça fonctionne bien. Sinon, vous pouvez la forcer en couleur, mais la nuit, vous allez voir tout noir, vous allez quasiment rien voir. Ou alors, vous pouvez aussi mettre la vision de nuit, c'est la vision infrarouge en forcé. Par contre, vous allez voir, en pleine lumière, c'est tout blanc. Donc pareil, ça ne va pas être vraiment utile. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser sur auto, à moins que vous êtes dans un contexte où il fera toujours noir, par exemple une porte où vous avez un TGBT et que à cet endroit-là, il n'y a pas de lumière ou autre et que vous voulez quand même avoir une vision nocturne en permanence, quoi qu'il arrive, vous pouvez le laisser forcer, mais encore une fois, c'est très rare qu'il y a des soucis là-dessus, c'est plutôt bien géré sur les caméras d'aujourd'hui. Ensuite, il y a différents types d'encodage. Donc pareil, je pense que ça va faire l'objet d'une vidéo à part entière. Généralement, quand je fais une vidéo sur une caméra, je passe avec grande précision sur les différents encodages disponibles. Là, on traite principalement le NVR et non pas la caméra. Donc, vous pouvez le renseigner directement d'ici, mais on va pas aller beaucoup plus loin. Je donne quand même une petite précision. Le paramétrage par défaut est loin et parfois très loin d'être optimisé. Donc, par rapport aux différents modèles de caméra que vous avez, il faut se renseigner, il faut faire l'effort de voir quel type d'encodage il faut et quel type d'optimisation il faut mettre. Et bien sûr, il faut pas la mettre trop forte, sinon votre enregistreur, qu'on va appeler NVR, va avoir du mal à le faire fonctionner, ou il va y avoir des ralentissements, ou peut-être même qu'il va y avoir des défauts d'affichage, des saccades et autres. Et si vous en mettez pas assez de compression et d'optimisation, va vous falloir un disque énorme pour pouvoir enregistrer que quelques jours. Donc ça, il faut trouver le bon équilibre, et ça en regardant précisément quel type de NVR que vous avez et quel type de caméra. Et si vous n'avez pas l'information, vous testez au plus fort et puis vous redescendez jusqu'à temps que vous trouvez l'optimisation parfaite. L'overlay, c'est les informations que vous voulez sur la vidéo, donc c'est paramétrable. Vous pouvez choisir si vous voulez l'heure ou la date. Attention, si vous l'avez déjà renseigné sur la caméra et que vous le renseignez encore davantage dans le NVR, vous allez avoir l'information en double. Donc ça, c'est quelque chose à éviter. Vous pouvez renseigner le channel, donc ça va être si vous voulez l'information du nom de la caméra. Ça, c'est par contre important de l'afficher. Alors le cover area, c'est pour pouvoir masquer une zone. Par exemple, si la caméra elle est en train de filmer par exemple chez le voisin ou dans la rue, c'est interdit en France. Donc vous devrez faire un masquage pour pouvoir noircir cette zone là, et vous ne pouvez pas voir chez votre voisin. Donc ça, c'est quelque chose à faire. Vous pouvez le faire depuis la caméra, vous pouvez le faire depuis le NVR. Généralement sur les systèmes qui ont un tout petit peu d'âge, vous avez que 4 zones qui peuvent être faites. Voyez s'il n'y a pas 4 zones disponibles sur la caméra et 4 zones sur votre enregistreur. Si vous m'avez bien compris, ça peut cumuler jusqu'à 8 zones. Donc pour pouvoir avoir comme un arc de cercle, parfois c'est un peu embêtant, il faut un arc de cercle à cacher. Et si on fait des carrés un peu trop gros, on camoufle trop. Et si on en fait des trop petits, malheureusement ça ne camoufle pas suffisamment. Donc plus on peut avoir de cases disponibles, plus on peut être précis. Parfois, il y a sur les caméras modernes, vous avez la possibilité de sélectionner des zones complètes. Donc là, ça permet d'être très précis, mais sur l'équipement qu'on a aujourd'hui, ça a un petit peu plus de 5 ans, 10 ans à peu près. Donc là, c'était encore des zones carrées qu'il fallait sélectionner. Bon, je vous donne la petite astuce. Vous pouvez pas dépasser jusqu'à 8 pour le modèle qu'on a en
en test. Mais si vous achetez une caméra de dernière génération, j'espère pour vous que vous aurez une zone que vous pouvez sélectionner un peu comme sur Paint. Ce sera beaucoup plus simple pour vous d'être précis et de vraiment cacher ce que vous voulez afficher et ce que vous ne voulez pas afficher. Et les snapshots, là-dessus, il faut comprendre la photo, en fait. Si vous paramétrez un événement et que vous voulez une capture de ce qui se passe à l'écran, par exemple un événement d'une personne qui passe, vous voulez la photo à chaque fois que quelqu'un passe dans votre jardin, et ben c'est à cet endroit-là que vous choisissez le timing, la résolution, combien de qualité, combien de points de qualité vous voulez à la photo. Plus c'est quali, plus ça prend de place, etc. C'est à vous de choisir là-dessus. Et donc, on le renseigne dans ce menu. Et le point intéressant, même très important, c'est de renseigner le nom de la caméra. Ça sera beaucoup plus simple lorsque vous allez faire des relectures et surtout lorsque vous allez faire des exports. Parce que si vous vous dites, moi je sais où est ma première caméra, ma deuxième, mais sachez que peut-être un jour, je l'espère pas pour vous, mais vous allez avoir besoin de présenter ces vidéos à une position juridique. Et là-dessus, il faut avoir des informations, il faut avoir l'heure et la date précis et non pas approximatif. Ça peut jouer sur le plan juridique, donc il faut faire attention. Et le nom de la caméra, ça arrange quand même tout le monde de savoir que c'est l'avant ou l'arrière du jardin. Ensuite, vous avez d'autres onglets dans le menu. On clique directement en haut pour passer d'un onglet à l'autre et remarquez que c'est la même chose que ce qu'on a vu ici. Vous pouvez cliquer sur l'icône directement. Alors pour revenir sur le menu précédent, ce que je fais, c'est que je fais un clic droit. Le clic droit, c'est l'autre clic qu'on utilise sur la souris. Je précise parce que généralement on le cherche. Comme on revient en arrière quand il n'y a pas le bouton retour, et ben là, il y a juste à faire le clic droit et on revient en arrière. Donc sur notre exemple ici, on a le réseau. Alors ça va être important de renseigner correctement le réseau. Je sais qu'il y a deux écoles. Il y a des gens qui souhaitent avoir un enregistreur, un NVR, avec différents emplacements pour brancher directement les caméras dessus. Moi perso, c'est quelque chose que je n'apprécie pas, car j'ai l'impression que je n'ai pas réellement la main sur mes caméras. Je suis obligé de passer toujours à travers le NVR pour pouvoir piloter mes caméras. Et si un jour mon NVR est coupé par exemple, et ben depuis mon application Dawa, et ben je peux me connecter directement à mes caméras. J'ai peut-être pas la relecture, mais au moins j'ai le direct. Et si mon NVR il est fonctionnel, bah là j'ai bien mes enregistrements. Et c'est important de mettre la même plage d'adresse IP que vos caméras. Donc par exemple, si vos caméras, ça commence à partir de 101 pour la caméra 1, bah vous pouvez mettre votre enregistreur en 100 par exemple, et puis 101 caméra 1, 102 caméra 2, etc. Comme ça, c'est plus clair. L'adresse privée, on va dire un peu commun dans un milieu type maison pour particulier, vous allez avoir souvent un réseau qui va ressembler à 192.168.1. Et là, vous avez les équipements. Généralement, si votre client n'a pas grand-chose comme équipement, à part une box, une télé, 2-3 téléphones connectés, etc. Bah, si vous attaquez à partir du numéro 100, vous devriez être tranquille. Sinon, vous pouvez saisir une commande sur votre PC qui s'appelle la commande ping. En vous connectant à votre réseau, vous pouvez vous assurer si un équipement réseau est présent ou pas. On fera peut-être une petite vidéo sur ce point-là. Comment faire pour bien auditer un réseau et savoir bien se positionner dessus. Pour le masque sous réseau, si vous voyez pas bien de quoi on parle, on va faire très simple. Mettez comme c'est affiché là à l'écran, c'est très bien. Ensuite, vous avez le défaut gateway. Donc là, il faut comprendre que c'est pour se connecter à Internet. S'il n'est pas présent, vous pouvez quand même avoir la connexion avec vos caméras. Par contre, vous ne pourrez pas avoir votre enregistreur sur Internet. Donc c'est quand même quelque chose d'embêtant si vous voulez avoir l'application sur votre téléphone. Donc à cette adresse-là, il faut renseigner l'adresse de votre routeur ou de votre box Internet. Généralement, c'est 192.168.1.1, mais je vais essayer de vous faire une petite fenêtre avec les différentes adresses IP des box des différents opérateurs en France. Ensuite, pour le DNS, vous pouvez généralement renseigner celui de la box de votre client, et si vous ne savez pas quoi renseigner, vous pouvez renseigner ceux qui sont affichés à l'écran. Ils fonctionneront toujours, c'est les DNS de Google, donc c'est 4 fois le chiffre 8, et en DNS secondaire, ça veut dire si votre DNS principal tombe en panne, il va essayer de contacter le deuxième, et le deuxième c'est 8.8.4.4. Donc si c'est pas clair pour vous, là-dessus, vous faites un vulgaire copier-coller et ça fonctionnera. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est mettre la même adresse IP, donc l'adresse du haut, la même sur votre enregistreur et la même sur une caméra ou sur un autre équipement du réseau auquel l'ensemble des équipements sont connectés. Pour le MTU, c'est pour la taille du paquet
du paquet réseau qui est envoyé, hein, et pour faire simple, laisser à 1500, c'est un peu ce qui est mis partout. Ensuite ici, vous avez les différents types de connexions, donc combien de connexions maximum on peut faire. Là, c'est renseigné 128, je pense que c'est très large. Ensuite, vous avez les différents ports pour vous connecter, donc les ports TCP, UDP. Ensuite, le port HTTP, c'est pour se connecter à la page web. Le port HTTPS, c'est un peu la même chose que celui qui était précédent, sauf que là, ça sera chiffré, donc un peu plus sécurisé. Et puis, le fameux protocole RTSP, c'est pour pouvoir récupérer le flux vidéo à distance, tout comme souvent utilisé avec l'outil VLC, ou peut-être un autre enregistreur qui enregistrerait ce premier enregistreur. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible de faire ici. Et donc, le port utilisé, c'est 554. C'est le port qui est habituellement utilisé pour ce type de protocole. Si pour vous, ça ne vous parle pas, laissez comme ça, c'est très bien. Ensuite, vous avez une fonction de DDNS. Donc, si vous avez une adresse IP publique, une adresse que on voit sur Internet, vous avez différents sites web pour le connaître. Moi, j'utilise généralement wifiman.com. Je vous mettrai le lien à l'écran. Ça me permet de connaître tout de suite le débit et pouvoir informer mon client s'il va avoir une bonne connexion pour pouvoir atteindre ses caméras ou si ça va être difficile. Généralement, je conseille de dépasser 2 mégas en réception et 2 mégas en émission pour pouvoir bien voir ces caméras. Surtout l'émission, puisque le flux vidéo va être envoyé vers le téléphone. Donc c'est ce qui est le plus difficile à obtenir. Si vous avez une connexion ADSL, généralement vous avez 0,5 voire 1 méga. C'est très juste pour avoir une connexion fluide de vos caméras. Donc quand je dis fluide, c'est que vous puissiez passer d'une caméra à l'autre et qu'il n'y ait aucun délai d'attente. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les voir. Si, vous allez pouvoir voir les caméras si vous avez un très mauvais débit, mais il va falloir être très patient pour voir quelque chose et ça sera bien sûr saccadé. Donc ici, le Dynamic DNS, ça vous permet de pouvoir avoir toujours une adresse. Donc cette fois-ci, ça ne sera pas une adresse IP, mais ça sera une URL qui va repointer sur votre routeur. Donc ce genre de produit n'est plus utile aujourd'hui parce que vous vous connectez ce qui s'appelle en P2P. Donc c'est une application qui va fonctionner avec un QR code et cette fonction là, si vous voyez pas de quoi on parle, elle peut être obsolète pour vous, donc oubliez ça, c'est pas très grave. Alors tout à l'heure je vous avais parlé de la connexion P2P, donc à l'époque, on va parler de ça comme ça, de cet enregistreur, ça s'appelait Easy for IP, donc facilement vers l'IP. Donc là vous avez un QR code que je vais bien sûr devoir flouter, mais vous le scannez directement avec l'application d'Awar et vous devez pouvoir accéder à vos caméras n'importe où dans le monde. Bien sûr, pour ça, il est important et même indispensable que votre enregistreur puisse se connecter à Internet. Donc, il faudra bien renseigner le gateway qu'on a fait juste précédemment. On active bien sûr cette fonction, on fait appliquer. Cette option switch, c'est quelque chose que Dahua nous propose qui est un peu, qui est bien fait, on va dire. Ça me permet de pouvoir choisir quelle adresse IP auront les caméras lorsque je les branche directement au NVR. Si vous voyez pas bien quelle adresse IP renseigner ici pour les différentes classes, en tout cas laissez comme ça à l'écran. Votre enregistreur donc aura deux adresses IP si vous comprenez bien. Une pour aller sur Internet, qu'on vient de renseigner en 192, 168, quelque chose. Et une autre qui va être pour les caméras, qui est en 10.1.1, quelque chose. Et ça, c'est important, ça permet de séparer les deux réseaux. Et donc, vos caméras communiquent avec votre enregistreur, et votre enregistreur communique avec le réseau local et Internet en même temps. Ensuite, on a les événements. Donc, à cet endroit-là, vous pouvez choisir par caméra. Donc là, ça va être D1, on va prendre que la première, bien sûr. Vous pouvez activer la fonction. Vous pouvez choisir une région sur la caméra. Vous pouvez choisir si vous voulez que ça affiche un message. Est-ce que ça doit enregistrer? Est-ce que ça va activer le PTZ? Donc le PTZ, c'est que si c'était un dôme, il peut déclencher et zoomer un endroit. Donc si vous avez une caméra et puis vous vous dites, voilà, il faut qu'elle tourne lorsqu'elle voit une détection pour vérifier mieux l'entrée, quelque chose comme ça, vous sélectionnez la zone de votre porte d'entrée et donc dès qu'il y a quelque chose qui bouge à l'entrée, hop, le PTZ, il va zoomer cette zone-là pour mieux voir. Donc c'est quelque chose qui est possible de faire à cet endroit-là. Vous allez faire aussi un enregistrement de combien de secondes en arrière. Donc quand il détecte une personne, il va enregistrer plusieurs secondes avant que la personne est rentrée. Ça permet de bien la voir franchir la porte. 10 secondes, c'est très bien, même c'est presque trop. Et puis vous avez aussi la fonction tour. Donc il faut comprendre que c'est une fonction patrouille. Vous paramétrez bien sûr votre
caméra à l'avance pour qu'elle voit 2 ou 3 zones différentes. Et lorsque vous avez un événement, quelqu'un qui vient de passer, eh bien elle va passer ensuite dans les différentes zones que vous avez demandé. Donc peut-être l'entrée, la zone de stationnement de votre véhicule, l'entrée de votre maison. Et puis elle va croiser comme ça peut-être tous les délais que vous avez mis. Donc ça peut être tous les 5 secondes pour avoir avec une seule caméra une vision et une lecture de plusieurs zones qu'une caméra simple ne pourrait pas voir. Alors, les snapshots, c'est les photos, ce qu'on avait paramétré avant pour savoir quelle qualité on veut. Donc là, vous pouvez sélectionner de manière qu'à chaque fois qu'il se passe un événement, eh bien, une capture d'écran est faite. Alors là, on parle bien d'un événement. On parle de quelque chose qui est passé devant la caméra, dans la zone et le quadrillage qu'on a affiché tout à l'heure. Il ne va pas faire de détection de forme humaine, de véhicule ou autre. Aujourd'hui, ça existe. Donc si vous avez une caméra et que vous sélectionnez, je veux que les humains et je veux des photos quand il n'y a qu'un humain qui passe, et vous sélectionnez humain, vous sélectionnez snapshot et ça fera des photos à chaque fois qu'une personne passe. Et est-ce que vous voulez que ça note les logs? En fait, c'est un journal d'information. Est-ce que vous voulez, oui ou non, que ça note les événements de la caméra? Si vous avez activé tout ça, moi je vous conseille de le faire. De toute manière, les logs, ça se purge, donc arrivé à un certain stock, c'est quelque chose qui tourne. Ensuite, vous avez le tempering. Alors, ça, c'est très important à activer, c'est le masquage. Si vous mettez la main devant la caméra, vous ne voulez pas que quelqu'un occulte la caméra puis fasse quelque chose derrière, sans que vous soyez informé que, par exemple, la veille, il cache la caméra, puis il fait une action 2 ou 3 jours après. C'est quelque chose qui peut arriver. Là, si il occulte la caméra d'un chiffon, d'une feuille ou autre, vous allez tout de suite signaler, vous allez comprendre qu'il se passe quelque chose. Ça vous évite d'avoir à surveiller régulièrement vos caméras et vérifier que elles voient bien quelque chose. Donc ici, c'est la même chose. Est-ce que vous voulez l'activer pour cette caméra ou pas? Est-ce que vous voulez que ça soit fonctionnel, cette fonction-là, que à un moment de la journée? Donc par exemple, vous vous dites, le dimanche, parfois, il y a une porte qui est ouverte et c'est pas grave si la caméra ne voit rien. Vous pouvez le renseigner là. En tout cas, moi, je le renseignerai pas. Je mettrai toujours, je préfère être notifié et puis être assuré que mettre un délai comme ça et puis ne pas être informé que la caméra filme un dos de porte, par exemple. Et après, c'est sensiblement la même chose. Vous avez PTZ, enregistrement, patrouille, photo ou l'enregistrement sur les événements. Ensuite, vous avez une fonction alarme. Ça, c'est vraiment sympa. C'est ou une fonction que vous avez comme un contact sec que vous avez côté de la caméra ou côté de l'enregistreur. Donc, quand il se passe un événement, vous pouvez fermer un contact ou ouvrir un contact. Ça peut être une sirène, ça peut être une sonnette. Par exemple, quelque chose passe devant la caméra, mais il y a un petit ding-dong qui passe en automatique. Voilà, ça peut alerter, ça peut aussi dissuader s'il y a quelqu'un qui rentre chez vous et que vous voulez avoir une petite sonnette qui se déclenche. Il sait qu'il a été filmé, il va voir sur la caméra, il y a de fortes chances qu'il fasse demi-tour. Donc à cet endroit-là, vous choisissez la caméra. Est-ce que vous voulez l'activer? Est-ce que vous voulez que ça soit normalement close et donc quand il y a un événement, ça s'ouvre? Ou alors est-ce que vous voulez que ça soit normalement ouvert et que au moment où il y a l'événement, l'alarme, ça se ferme? Donc par exemple pour passer une sirène. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez le paramétrer là. À quel moment vous voulez que ça soit déclenché? Peut-être que sur les moments d'ouverture d'un magasin, ça serait mieux que ça ne sonne pas quand quelqu'un passe devant la caméra. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez renseigner. Alors vous avez l'anti-dither ou dither, ou je sais pas comment ça se dit en anglais, je suis pas très bon en anglais. En tout cas, c'est à partir de quand il considère que c'est pas un faux positif. Donc s'il y a une simple feuille qui vient de passer en 1 seconde devant la caméra, il va pas déclencher l'alarme. Il faut qu'il y ait une action, un mouvement pendant 5 secondes. Donc vraiment quelqu'un qui marche en direction de la caméra pendant 5, vous pouvez mettre sûrement 10 secondes même, et ça ne va pas sonner l'alarme comme ça, ça permet d'éviter les faux positifs. 5 secondes, c'est déjà pas mal, 10 secondes, faut voir quel champ regarde la caméra, mais si c'est un petit couloir, en 5 secondes, la personne, elle peut le traverser sans que cela soit déclenché. Donc il faut quand même modérer ce champ-là. Ensuite, est-ce que vous voulez qu'il y ait un message qui s'affiche à l'écran? Enregistrer, le PTZ, enfin vous avez compris, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'indiquer quand vous avez une caméra qui est offline. Donc offline, on comprend, vous avez coupé le câble. Donc là, pareil, est-ce qu'il faut commencer à montrer des messages, puis vous avez d'autres fonctions. Alors je suis surpris qu'on peut enregistrer le channel, mais si c'est coupé, je sais pas comment il fait. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de faire
Un PTZ, pareil. En tout cas, toutes les fonctions qui sont plus bas, ça me surprend un peu parce que vous n'allez pas pouvoir enregistrer s'il coupe le câble. Vous pouvez prendre une photo avant bien sûr que c'est coupé. Donc là, vous avez un post-record. Vous allez voir le geste de la personne qui coupe le câble. Et ça, c'est quelque chose de vécu, je vous assure. Ça vaut le coup de le mettre. Une photo, mais alors déplacer le PTZ, là par contre, je comprends pas bien la fonction qui est activée là. Bon, vous pouvez me dire dans les commentaires si j'ai pas compris à quoi peut servir ces boutons-là. Mais je pense que c'est générique et que c'est là pour toutes les fenêtres. Ensuite, sur les événements, vous avez aussi des événements de protection système. Donc par exemple, si le disque dur n'est plus détecté, alors ça peut être une panne qui soit plus détectée, donc il faut bien l'activer, même s'il y a un disque dur qui est toujours présent dans l'enregistreur. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va le loguer? Je vous conseille de le faire. Est-ce qu'il va vous envoyer un message? Quand le disque dur est en erreur, c'est la même chose. Il faut bien sûr que ça soit signalé. Quand vous avez plus d'espace, vous mettez ici le pourcentage, par exemple 20%, et si le disque dur arrive à saturation, vous êtes signalé qu'il y a un blocage. Ça, c'est important. Vous avez aussi ces informations-là qui peuvent être renseignées sur le réseau. Donc, quand vous avez le câble qui est déconnecté, le signaler. Des IP en conflit, c'est-à-dire que vous avez deux caméras ou deux équipements sur votre réseau qui ont les mêmes adresses IP. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionne correctement et on bascule toutes les 3-4 secondes d'un équipement à l'autre. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Généralement, dans une mosaïque, vous voyez qu'il y a une caméra qui bascule par exemple d'un couloir à un garage dans la même zone et vous voyez que ça bascule comme ça toutes les 2-3 secondes d'une caméra à l'autre. Ça, c'est le cas typique d'un conflit d'adresse IP. Il faut débrancher une des deux caméras, changer son adresse IP et rebrancher bien sûr la caméra qu'on vient de débrancher et tout devrait rentrer dans l'ordre. Ensuite, la MAC conflit. Alors là, je pense qu'on parle plus d'une boucle réseau. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il détecte qu'il y a 2 fois la même MAC adresse sur le réseau. Encore une fois, toutes les MAC adresses doivent être uniques et elles sont attribuées par les fournisseurs et les constructeurs de caméras ou d'enregistreurs. Donc ça, si ça se produit, c'est que généralement, vous avez mis un câble qui est branché de bout en bout sur le même équipement ou que sur un switch, entre deux switches, pardon, je veux dire, vous avez mis un câble qui boucle en fait. Vous avez mis un câble qui rejoint deux switches entre eux et puis vous avez mis un deuxième câble qui relie aussi ces mêmes switches entre eux. Et donc là, c'est ce qui s'appelle une boucle réseau. Donc là, à ce moment-là, il y a un câble en trop, il faut le retirer. Donc dans ce cas-là, quand vous avez une boucle réseau, c'est simple, il n'y a rien qui marche correctement, ça coupe tous les 2-3 secondes et tout clignote en tout cas sur votre mosaïque. Quand vous vous connectez, vous n'arrivez pas à avoir internet, aucun équipement semble arriver à se connecter au réseau tout en indiquant qu'il est bien sur le réseau. Quand vous avez ce cas-là, c'est que vous avez généralement ou un équipement type switch qui est HS ou une boucle réseau. Ensuite, ça c'est l'option que je préfère, je vous assure, ça m'a tellement sauvé de cas. Lorsque vous avez quelqu'un qui est malveillant, qui veut se connecter sur votre enregistreur, vos caméras, est-ce que vous voulez être signalé au bout de tant de tentatives? Donc par exemple, s'il fait 5 tentatives loupées, il va être bloqué pendant combien de temps? Et c'est important de le mettre, ça. 5 minutes, je trouve ça même léger, mais bon, ok pour 5 minutes, mais l'important c'est que la personne n'utilise pas un dictionnaire de mots de passe et qu'il enchaîne comme ça des centaines et des centaines de mots de passe. Et tôt ou tard, on y arrive. Il faut savoir qu'il y a plusieurs caméras, il y a plusieurs enregistreurs. Donc, si vous avez une bonne machine, vous pouvez faire ça sur plusieurs caméras en même temps. Ça vous permet de brasser énormément de mots de passe en très peu de temps. Même si la caméra met un peu de temps à répondre non, ça va très vite à mettre ça en place. Il y a des outils qui existent pour pouvoir trouver facilement des mots de passe. Donc, lorsque vous êtes signalé de ça, déjà, vous vous dites, mais qui est sur mon réseau? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez investiguer. Et là, vous voyez qu'il y a une personne qui essaye de rentrer dans le système. Ça permet vraiment de voir des tentatives de piratage de cette manière-là. Donc, à activer. Et puis, vous pouvez mettre les informations qui sont là. Déjà, 5 tentatives. Bon, ça permet déjà d'être tranquille, d'avoir fait déjà 5 tentatives et de louper, c'est quand même pas mal. Et puis, bloquer 5 minutes, c'est pas non plus de trop. Si vous êtes chez votre client et que vous avez fait une bêtise, vous attendez 5 minutes et puis vous retentez dans 5 minutes, ça va. Si vous mettez 15 minutes et que vous vous trompez 2 fois de suite, là c'est vrai que là vous perdez tout de suite une demi-heure, ça calme quand même. 5 minutes c'est bien pour l'installation. Ensuite, vous avez l'espace de stockage. Donc lorsque le disque dur est plein, qu'est-ce qu'il doit faire? Et là vous avez 2 options, où il enregistre de manière en boucle, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est arrivé au bout du disque dur, il va supprimer les plus anciens enregistrements. Les plus anciens on dit, ou les plus anciennes enregistrements? Les plus anciens enregistrements. Ou
alors vous voulez qu'il stoppe l'enregistrement. Alors ça, ça peut servir que dans certains cas très spécifiques, parce que ce qui vous plaît, vous, c'est que ça continue à enregistrer de manière permanente, quoi. Bah, faut comprendre que si votre disque dur peut tenir 3 jours d'enregistrement, bah, au bout de 3 jours, tout s'arrête, quoi. Donc ça peut être utile si vous filmez une zone en forêt, que vous voulez voir des animaux, et que vous allez revenir dans une semaine, mais vous voulez filmer que les 3 prochains jours, bah ça a du sens. Mais sinon, vous mettez overwrite, comme ça va enregistrer en boucle, et passer l'espace disque, et bah hop, il va effacer les anciennes, il va repasser aux nouvelles. Et ça, c'est ce qu'on veut. Est-ce qu'il doit supprimer les anciens fichiers? Donc si vous mettez never, bah ça va être les plus anciens quand même, hein, qui va être supprimé, mais il n'y a pas de limite. Donc par exemple, si votre disque dur peut enregistrer une centaine de jours, bah il enregistre une centaine de jours. Là, en France, on a une limite. C'est 30 jours. Il faut absolument ici renseigner 30 jours et vous faites appliquer plus de 30 jours. Normalement, la vidéo, elle ne doit pas être gardée. Alors, dans certains cas quand même, s'il y a eu une demande de la police, s'il y a eu un cambriolage ou autre, vous pouvez faire bien sûr un export sur votre clé USB et bien sûr, tant que les affaires juridiques ne sont pas terminées, vous n'avez pas supprimé la vidéo. Mais en tout cas, votre enregistreur, lui, qui enregistre en boucle, vous n'avez pas le droit de relire une vidéo de plus de 30 jours. Ensuite, scheduler, c'est, on va dire, faire une gestion de temps, en fait. Hein. Donc, vous voulez que ça enregistre en permanence tout le temps? Est-ce que vous voulez que ça enregistre seulement quand il y a une activité en journée? Parce qu'il y a du monde, il n'y a pas forcément besoin d'enregistrer tout ce qui se passe. Par contre, la nuit, vous avez une crainte d'un cambriolage. Donc là, à ce moment-là, vous allez enregistrer en permanence. Vous pouvez faire ça comme ça. Donc, à cet endroit-là, vous pouvez renseigner ce genre d'infos. Vous cliquez sur le petit crayon ici. Vous dites, voilà, vous voulez en motion ici, vous voulez jusqu'à 5h du matin que ça enregistre tout le temps, qu'il y ait que des animations, que s'il y a une animation à partir de 5h du matin, et le mode alarme si vous voulez de 16h à minuit, c'est-à-dire que si le contact sec il est fermé ou ouvert, et bah ça enregistre ça. Donc ça c'est quelque chose qui peut être couplé par exemple à un portail, quand le portail est ouvert, le contact sec il est rompu, et donc là à ce moment-là, ça se met à enregistrer, et puis quand le portail est referme, et bah ça se coupe à ce moment-là. Voilà une solution que vous pouvez mettre en place pour avoir eh bien la fonction alarme d'exploiter avec la caméra. Donc bien sûr vous renseignez un pre-record, c'est-à-dire avant que l'événement se déclenche, combien de secondes il enregistre en avance. 4 secondes c'est court, hein, vous pouvez mettre 10, hein, c'est quand même un peu mieux. Ensuite ici vous avez la possibilité de faire la même chose avec les photos, donc c'est exactement la même chose, hein, donc on va pas aller beaucoup plus loin. Alors vous avez ce petit bouton sur la droite qui vous permet de faire la même chose mais avec une interface différente qui me paraît plus claire, mais au moins avec l'interface qu'on a à l'écran là c'est quand même plus graphique, donc ça peut peut-être parler un peu plus à certaines personnes. Moi je préférerais en version texte parce que comme ça au moins c'est précis, on sait que c'est pas 7h59, c'est bien 8h qu'on a saisi. L'un ou l'autre sincèrement ça revient à peu près au même. Alors ensuite vous avez l'option HDD Manage, donc ça va vous permettre de manager vos disques durs comme le nom l'indique. Ici dans le menu vous allez avoir plusieurs disques durs. Là dans notre exemple on a un seul disque dur de 4 Tera, mais je pourrais avoir plusieurs disques durs, choisir qu'un disque dur n'est pas utilisé et puis peut-être l'activer plus tard quand il y aura un disque dur d'HS. Si le site se trouve très loin, bah, je peux dire en attendant je désactive celui qui ne marche pas et je réactive un autre, comme ça je ne perds pas de temps d'enregistrement, je pourrais toujours enregistrer mes 30 jours. Par contre je pourrais intervenir beaucoup plus tard pour remplacer ce deuxième disque dur qui est HS. Donc ça c'est quelque chose qui peut être mis en place. Sinon vous pouvez aussi le formater s'il a un souci, c'est déjà pas mal. Et un peu plus tard dans le menu, on va pouvoir faire un test du disque pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc ça, on voit ça juste après. Ensuite ici, vous pouvez choisir par rapport au nombre de caméras, là on n'en a qu'une seule, mais si vous voulez que ça enregistre automatiquement le premier flux ou le flux secondaire, bon, laisser comme c'est par défaut, c'est très bien. Ensuite, quand vous avez plusieurs disques durs, donc là il est un peu petit ce NVR pour ce cas-là, mais imaginez par exemple que vous avez 8 disques durs et que vous avez déjà 4 disques durs qui font un groupe et 4 autres disques durs qui font un deuxième groupe, là vous pouvez choisir par exemple que le premier groupe il soit seulement sur la
première grappe de disque et que le deuxième groupe soit sur le deuxième grappe de disque, ou par exemple le deuxième flux soit sur le deuxième grappe, ou alors vous avez un petit disque dur et vous vous en servez, donc ça fera un groupe d'un disque dur, mais lui vous mettez que les photos dessus avec un disque dur très petit. Ça c'est tout à fait possible de faire ça. Donc ce menu là nous permet de choisir par rapport au disque dur où on met les enregistrements à notre souhait. Et donc tout à l'heure j'en parlais, donc ça va permettre de faire un test du disque dur. À chaque installation, sachez que les disques durs subissent des tremblements, des chocs dans le transport. Il faut faire des tests de disques à chaque fois qu'on installe un enregistreur, c'est quelque chose qui est quand même plus sérieux. Donc vous faites détection rapide, là vous choisissez votre disque dur. Dans mon cas, je vais faire continuer puisque je l'avais lancé tout à l'heure, mais il va faire un check intégral du disque dur. Quand c'est vert, c'est good. Quand c'est rouge, vous l'avez compris. Et quand c'est jaune, c'est pareil, c'est à remplacer tout ça. Donc là, vous pouvez faire un test rapide ou faire un test global. Alors un test global, ça peut quand même être utile quand vous avez un doute sur le disque dur. Vous pouvez faire juste un test rapide pour vous rassurer, voir s'il marche bien. Et si vous avez une bonne raison de faire le test, pas juste un test comme ça de principe, faites un test global. Et ensuite, vous avez le rapport. Comme ça vous fait un historique. Si vous avez fait plusieurs fois des tests et qu'on vous dit mais non mais le disque dur il est en panne depuis des semaines et des semaines, et avec les rapports vous pouvez vous dire nous on avait fait un test de disque et il était en bon état à cette date là, et vous pouvez voir là à l'écran à partir de quel moment le système a détecté précisément, c'est ça, a détecté qu'il y avait un problème. Il peut y avoir un problème et qu'il le détecte pas tout de suite. Le dernier onglet c'est l'onglet système. Donc là pour la vidéo j'avais reset par défaut l'ensemble de l'enregistreur, donc c'est pour ça qu'on l'a dans cet état là. Donc ensuite on a le dernier onglet, l'onglet système. On va aller dans général, donc là c'est là où on a toutes les informations du NVR et c'est quand même mieux de le renseigner, je vous assure. Ici vous pouvez renseigner le nom de votre enregistreur, ça va être utile plus tard sur l'application, sur le réseau. Vous allez voir si c'est le NVR 1 ou 2, surtout si vous avez plusieurs magasins, si vous avez plusieurs maisons, tant mieux pour vous. Mais vous pouvez mettre NVR de Paris, NVR de Marseille, etc. C'est ici qu'il faut le renseigner. Device numéro, si vous voyez pas de quoi on parle, laissez comme c'est. Là, c'est la langue. Pour l'instant, il ne connaît que l'anglais, mais sur les derniers enregistreurs, rassurez-vous, le français existe. Ici, vous mettez... Alors, excusez-moi, j'ai fait un clic droit, ça pardonne pas. Donc ici, vous renseignez PAL, donc ça, c'est très bien. Sinon, si vous avez deux choix, laissez PAL, c'est très bien. Ensuite, l'instantané playback. Alors ça, il me semble que c'est en minutes, si je me trompe pas. C'est lorsque vous avez des enregistrements, il y a des portions de vidéos qui sont enregistrées. C'est des petits fichiers. Lorsque vous demandez de faire une relecture de ce qui s'est passé, il y a très peu de temps, il y a un délai avant d'avoir cette relecture. C'est-à-dire je peux pas revenir il y a 10 secondes en arrière, je peux revenir qu'une minute en arrière, mais par contre dans une minute, j'aurai bien la minute qui se passe en ce moment même. Pour ne pas attendre, il y a une fonction qui s'appelle la relecture instantanée. C'est-à-dire que le fichier qui est en cours d'enregistrement, il va pouvoir être lu. Et c'est à cet endroit-là que vous le renseignez. Donc, c'est pas précisé là, mais je pense pas que c'est 5 secondes. Je pense que c'est 5 minutes. Ça doit être des portions de 5 minutes, les vidéos. Et donc là, vous pouvez choisir la relecture instantanée. Vous la voulez de combien de secondes, combien de minutes. Bon, vous le laissez par défaut, 5 c'est très bien. Ensuite, l'auto-logout. Ça, c'est très utile. Parfois, quand vous mettez des droits pour d'autres utilisateurs pour effectuer par exemple la relecture, vous vous mettez en mode admin pour faire la relecture. Et par défaut, il n'a pas la possibilité de voir la relecture. Eh bien, si vous faites l'action en mode admin, vous relisez une caméra, puis vous partez tout de suite, eh bien, vous avez oublié de vous désenregistrer en mode admin et revenir en mode invité. On va appeler ça comme ça. Eh bien, là, l'enregistreur vous propose de vous désenregistrer automatiquement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'action sur la vidéo, vous êtes parti avec votre clé USB, 10 minutes, eh bien il va revenir en arrière et revenir en mode invité. Mais bien sûr, vous pouvez remettre votre login, votre mot de passe. Donc ça, c'est quelque chose à renseigner. 10 minutes, c'est plutôt bien. Et ensuite, l'IPC Time 5, la synchronisation du temps sur vos caméras, c'est tous les combien de temps vos caméras va recevoir un push pour avoir l'heure exacte. 24 heures, je
trouve ça très bien, c'est suffisant. Si vraiment vous avez des soucis, vous réduisez le délai, bien sûr. Et la sensibilité de la souris, sachez que chaque souris, c'est différent. Donc moi, ça me va bien là avec la souris que j'ai. Mais si c'est trop rapide, vous ralentissez et vous le renseignez ici. Ensuite, l'heure et la date. Là-dessus, je trouve qu'ils n'ont pas été sympas parce que c'est un peu long. Il va falloir mettre jour, mois, année pour nous. Bien sûr, on l'affiche en 24 heures. La séparation, le tiret, moi, j'aime bien. Ici, moi, je suis pas en +8, je suis en +1. Ici, on n'est pas du tout à cette heure-là, mais bon, c'est pas grave, je vais pas le renseigner. Mais en tout cas, vous mettez bien la date et l'heure. La date est fausse en plus. Ici, en France, je vous le redis, c'est en mars et en octobre. Le dernier dimanche, ici vous mettez 02, ici vous mettez 03, ici vous mettez synchroniser avec l'heure et vous faites appliquer ou save, c'est la même chose. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut le renseigner. Si vous ne le faites pas, sachez que au changement d'horaire, vous aurez un appel de votre client vous disant que toutes les caméras ne sont pas mises à l'heure et c'est quelque chose d'assez pénible. Surtout que, comme vous avez vu, ça renvoie une fois toutes les 24 heures l'heure aux caméras. Donc quand vous le renseignez là, c'est pas toujours le cas, mais les caméras ne sont pas renseignées tout de suite. Il faut encore attendre 24 heures pour voir si ça a bien pris les fonctions. C'est très pénible. Donc ça, vous le mettez dès l'installation, comme ça vous êtes tranquille. Holiday, c'est quand vous êtes en vacances. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des fonctions, des alarmes plus précises ou autres lorsque vous êtes en vacances? C'est à cet endroit-là que vous renseignez. Peut-être que le 1er janvier, vous voulez que ça enregistre en continu parce que vous avez peur le 1er janvier de vous faire cambrioler. C'est à cet endroit-là qu'il faut renseigner. Ensuite, pour l'affichage de l'écran, c'est ici. Vous pouvez le monter en 1080p. Donc, je vais pas le faire là, mais la caméra serait, la vidéo que vous voyez en ce moment serait de meilleure qualité. J'ose pas le faire tout de suite parce que j'ai peur que ça embête ma capture vidéo, donc on va le laisser comme c'est là. Au niveau de la colorimétrie, vous pouvez choisir comment vous voulez que ça soit. Est-ce que vous voulez que ça soit transparent ou pas? Est-ce que vous voulez avoir la date, l'heure, les channels, tout ça, vous renseignez ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que ça tourne et sur quelle caméra, sur quelle mosaïque vous voulez que ça bascule d'une caméra à l'autre? Donc c'est ici que vous pouvez le renseigner. On va passer ensuite au menu Account. Donc ici, vous pouvez créer des utilisateurs. Ce que je vous conseille, c'est de créer un utilisateur admin pour chaque personne. Comme ça, dans les logs, vous avez bien les traces. Vous créez un compte pour vous créez un compte pour votre client. Vous pouvez mettre le compte admin dans un dossier pour comme ça, il y a une trace. Mais au moins, quand vous connectez, quand votre client se connecte, tout le monde a ses droits, il n'y a pas de problème dessus, mais au moins, il y a des traces. On sait qui a supprimé quelle caméra, on sait qui a supprimé tel enregistrement, et ça permet, quand il y a un litige, de tout de suite mettre à plat les responsabilités de chacun. Ici, quand vous avez plusieurs utilisateurs, vous n'êtes pas obligé de modifier pour chaque utilisateur, vous pouvez créer des groupes. Donc par exemple, si vous avez un prestataire, vous créez un groupe prestataire, vous mettez un login, un mot de passe, et bien sûr, quand vous changez de prestataire, vous lui recréez un compte, un login, un mot de passe, et pas besoin de vérifier si c'est les mêmes droits que le prestataire précédent. Vous le rattachez à ce groupe que vous avez créé précédemment, et vous savez qu'il peut faire sa prestation comme il faut. Au niveau des sécurités, alors je vous dis tout de suite, si vous mettez le nom de votre société 3 fois, ça fonctionne, et tout le monde le sait. Donc faites très attention à ça, parce que vraiment, c'est très facile pour pouvoir se connecter aux enregistreurs, et généralement quand on a login, le mot de passe, on peut trouver le mot de passe après des caméras, etc. Je sais pas pour Dahua, mais je sais que pour d'autres marques c'est possible, et dès qu'on a trouvé le mot de passe, je vous assure que on met le doigt sur tout le système, Donc là vraiment, c'est quelque chose que je vous dis de ne pas faire. Ne mettez pas le nom de votre société ici. Ensuite, vous avez l'onglet sécurité. Perso, moi je trouve ça plutôt bien, ça vous permet de filtrer donc par liste blanche ou liste noire. Le mieux c'est de faire une liste blanche en disant voilà, j'autorise que mon enregistreur se connecte seulement aux caméras, se connecte seulement à un autre enregistreur, à un PC, et peut-être je mets quelque part une adresse IP pour mon PC portable. Mais sinon, si vous vous connectez et que vous avez une autre adresse IP, vous pouvez pas vous connecter à l'enregistreur. Et ça, c'est assez puissant au niveau sécurité. Par contre, pour que vous puissiez vous connecter depuis
depuis l'application, parfois j'ai dû renseigner l'adresse IP du routeur du client. Donc ça, faites bien attention. Si vous n'arrivez pas à vous connecter à distance et que vous avez activé le filtrage d'IP, mettez l'adresse IP de votre routeur. Ça va vous permettre de vous connecter depuis l'application. Ensuite, il y a l'auto-reboot. C'est à double tranchant, hein, parce que quand vous redémarrez, il y a toujours une chance que ça ne redémarre pas comme il faut, qu'il y ait un problème avec le disque dur ou autre. Et parallèlement à ça, si ça ne redémarre jamais, c'est possible qu'un jour on ressent des ralentissements, des problèmes, une mise à jour à faire ou autre. Donc peut-être l'activer, mais quand, c'est à vous de voir. En tout cas, attention avec ça, parce que si vous dites par exemple je redémarre tous les dimanches à 1h du matin, et la personne elle sait que pendant à peu près 2-3 minutes, il n'y a pas de caméra quoi. Et en 2-3 minutes, casser une fenêtre, aller à l'enregistreur, débrancher les câbles, ça y est, c'est fait. Hein. Donc il faut faire très attention avec cette option. Ensuite, là c'est les imports et les exports. J'ai branché une clé USB pour cette vidéo, donc là on voit la clé USB, on peut la rafraîchir, on voit la capacité, et donc ici on peut la formater, faire un import, un export. On va faire peut-être un export pour faire un exemple. Alors, attendez, je vais faire un export ici. Donc là ça fait un export de la conf, pardon, et là on peut importer une configuration, c'est ça, directement ici, voilà. Ça ne fait pas un import et un export de la vidéo, hein. Ça fait un import et un export de la configuration de l'enregistreur, voilà. Donc quand vous avez fait pour de bon un enregistreur avec un paramétrage propre, et vous pouvez en faire un fichier de configuration. Si vous avez besoin de coups de main pour fabriquer un fichier de configuration, n'hésitez pas à m'appeler, je peux me connecter à distance avec vous, et puis on voit ensemble comment collaborer et faire quelque chose là-dessus, et puis ensuite vous pourrez importer votre fichier de configuration sur les différents enregistreurs. Bien sûr, il faudra quand même changer le nom, peut-être parfois l'adresse IP, mais ça fait une partie du travail de fait, hein, d'avance. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Ensuite, la remise par défaut, ça c'est quand vous voulez le remettre en stock, quand vous avez un problème ou un défaut dessus, c'est ici que ça se passe. Et les mises à jour, donc ça c'est plutôt bien fait chez Dahua, vous avez un bouton, vous cliquez dessus et il se met à jour automatiquement, ou alors il se met à jour depuis un firmware que vous auriez mis dans votre clé USB. Donc là on peut faire un auto-check, il voit que nous sommes déjà à la dernière version, vous pouvez pousser la mise à jour en cliquant sur manuel check, donc là il va vérifier s'il y a une mise à jour. Donc là il me dit que tout va bien, c'est malheureusement, parce que je trouve qu'elle est un peu vieille quand même, mais c'est malheureusement la dernière version de cet équipement, donc qui date de 2017 quand même. Pour le menu système, on en a fait le tour, on va faire très vite les infos, mais là, sincèrement, il n'y a que des informations à l'écran, il n'y a pas grand chose qui va être possible de faire. On a quand même ici un point qui est intéressant, c'est de voir la résolution de toutes les caméras, et de voir le débit en temps réel des caméras, et ça c'est important parce que si vous mettez des caméras avec une trop haute résolution, vous pouvez avoir un message à l'écran qui vous indique quelque chose comme manque de ressources ou quelque chose comme ça, ou des écrans qui restent noirs. Ça c'est généralement que la caméra elle a un débit, une résolution, et multiplier ça au nombre de caméras, peut-être une trentaine, et l'enregistreur n'arrive plus à gérer, et donc à cet endroit là vous pouvez faire la somme. Alors, par exemple si c'est un NVR qui tient je sais pas 50 mégas, là vous faites la somme des différents débits, et si vous voyez que ça atteint 50 mégas, ça n'a rien à voir avec la résolution, hein. C'est le débit réseau, hein. C'est le chiffre qu'on voit ici là. Si vous voyez que la somme elle dépasse 50 mégas, effectivement vous allez avoir du mal à avoir votre mosaïque au complet. Et ici vous avez la version et le numéro de série que je vais devoir flouter. Ensuite vous avez une information qui est vraiment très importante, c'est de voir la liste des personnes qui sont actuellement connectées. Et si quelqu'un vous a chopé votre mot de passe, vous le voyez ici. S'il y a une personne mal intentionnée qui se connecte à distance et voit vos caméras, vous allez le voir là. Donc c'est quelque chose à bien surveiller lorsque vous faites une audit. Ensuite vous avez les logs, donc là c'est parfait. J'ai fait quelques tests avec un mauvais password pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'écran. Donc on le voit ici, et le bon mot de passe qui a été renseigné là. Ici on a les informations, et vous pouvez bien sûr exporter en faisant backup sur une clé USB pour faire une audit par mail et informer par exemple un client, un prestataire de ce qui s'est passé sur cet enregistreur. Ensuite on a les opérations, ça c'est comment on l'utilise au jour le jour. Donc vous sélectionnez la caméra en question, vous voyez les petites zones vertes, c'est les petites zones où vous allez me voir en train de bouger en ce moment même. Il y a des caméras qui ont des fonctions sympas comme la détection d'humains, tout ça. Bon là elle ne le fait pas, ce qu'on a c'est bien sûr la possibilité de mettre pause, arrêter, ça va décocher toutes les caméras, faudra la recocher puis refaire lecture. Vous pouvez bien sûr faire un retour
retour arrière. On peut faire un slow play, c'est-à-dire un ralentissement ou une accélération. Voilà, je vais mettre quand il y a un peu de mouvement, voilà. Là, on va voir en accéléré, vous voyez, ça va plus vite et on peut le faire au ralenti, pareil. Ici, il va faire une recherche intelligente, ça veut dire que vous sélectionnez une zone et vous dites, voilà, je veux que ça me prévienne quand vous avez cette zone-là qui a été détectée en mouvement. Il y a un bouton qui est sympa, c'est le marque-page, je l'appelle ça comme ça, un bookmark. C'est par exemple à un endroit précis dans un magasin, vous voyez la personne en train de voler et vous voulez remettre ça plus tard, bah vous pouvez ici cliquer sur le marque-page en disant voilà, ici vol de, je sais pas, whisky, vous faites valider et plus tard, je vais marquer vol ici, je vais le faire entièrement, hop, save, et vous voyez ici quand on va venir ici, on va retrouver le vol et quand je vais cliquer dessus, il va me remettre précisément la caméra et la séquence à l'endroit où j'avais sélectionné le vol. Attention à ça, si vous avez mis une limite d'enregistrement de 30 jours, vous allez peut-être vous retrouver avec un problème si vous attendez plus de 30 jours. Hein. Donc ça c'est bien, comme ça pour recréer un scénario, ouais, il a volé un whisky dans le rayon alcool, puis ensuite il est parti dans le rayon bonbons, il a volé les bonbons, et là vous avez la possibilité de faire les différents marquages, puis après bien sûr il va falloir revenir dessus un par un et faire proprement une extraction, parce que si vous attendez trop longtemps, vous avez bien compris, ça va pas bien se finir. Vous allez perdre vos enregistrements. Donc je reviens en arrière. Et ensuite, tout à la fin, bah là, les différents fichiers d'enregistrement, à partir de quand ça démarre, à partir de quand ça s'arrête. Et sûrement, vous pouvez faire aussi des exports en local. Donc, quand vous faites une relecture, on va lire ici. Je vais vous présenter comment on fait un export quand même. Donc là, je fais une relecture. Je vais cliquer sur le bouton avec le petit ciseau. Donc là, je vais avancer. Alors attendez, je zoome un peu pour que ça soit plus clair. Voilà, je vais avancer de quelques minutes. Je vais recliquer sur la limite de la vidéo. J'ai une limite de 14h44 et 19 secondes à 14h46 à 17 secondes. Je fais enregistrer. Je sélectionne bien sûr ma clé USB. Je fais backup et je choisis à quel endroit je veux que ça enregistre. Donc, nous, on va l'enregistrer en plein milieu comme ça. C'est très bien. Et on voit que le backup est en train d'être fait de la vidéo. Parfait. Ensuite, on va aller un peu plus loin. On va retirer la clé USB et on va le brancher sur le PC. Et on va voir ce que ça donne. Et quand je branche la clé USB, eh bien, j'ai le fichier de configuration qu'on avait exporté tout à l'heure. Je vais voir tout de suite si on peut l'ouvrir en bloc-notes. Ça peut être intéressant de voir. Non, c'est chiffré, on ne peut pas voir clairement les configurations avec peut-être des mots de passe ou autre, donc ça c'est plutôt quelque chose de bien fait. Et ensuite on a notre NVR avec la date, on a les fichiers qui sont en point DAV, c'est le format de DAWA, je ne sais pas s'ils font ça encore aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque de cet enregistreur c'était bien ça. On a un petit fichier, un petit logiciel qui s'appelle Smart Player, on clique dessus et ça permet d'ouvrir directement les enregistrements et on voit les enregistrements qu'on a sauvegardés tout à l'heure. Je crois même qu'on peut glisser dessus comme ça. Si ça marche comme ça? Oui, ça marche comme ça. Vous pouvez prendre le fichier et le glisser directement dans votre enregistreur. Alors bon, bah vous avez quelque chose qui ressemble un peu à VLC. Et puis vous pouvez bien sûr avancer. Là, je sais pas si on peut le convertir en AVI. Alors ça, c'est plutôt sympa parce que le DAV, ça vous oblige d'avoir cette application-là, mais il est possible que c'est quelque chose qui vous dérange. Donc là, on peut le convertir en AVI. Et donc, une fois exporté, vous pouvez l'ouvrir avec VLC et puis vous allez avoir voilà la vidéo. Et là, par contre, en VLC, quasiment tout le monde peut l'ouvrir. Donc, comme vous pouvez voir, j'essaie de me connecter. J'ai un joli message d'erreur. Donc, lorsque vous êtes sur Edge, vous cliquez sur les trois petits points, vous faites recharger en mode Internet Explorer. En haut à gauche, vous allez avoir la petite icône Internet Explorer et vous allez avoir le plugin qui peut s'exécuter maintenant. Vous faites autoriser ou peut-être télécharger si vous ne l'avez pas. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à renseigner le login et le mot de passe. Donc là, on a nos caméras. On voit que je peux toujours faire coucou sur ma caméra, ça fonctionne bien. On a les boutons sur la droite pour le PTZ, c'est quand même plus agréable. On peut changer bien sûr en direct les informations de vidéo pour lui demander plus clair, plus foncé, etc. Et le bouton reset. Bon là, on a quelque chose de très standard. Hein. Après, bien sûr, on peut avoir des fonctions pour le mettre en plein écran, enregistrer en local, etc. Donc ça, c'est assez simple. Jusqu'à là, je ne vais pas aller trop loin. Ensuite, vous avez l'onglet Playback, donc c'est l'onglet relecture. Donc vous sélectionnez votre caméra, moi j'en ai qu'une seule. Vous pouvez sélectionner le temps, faire une découpe, le télécharger, bien sûr relire un moment
en particulier. Vous voyez, là, je peux avancer, reculer, voir ce qui s'est passé, faire pause. La même fonction que d'habitude, vous pouvez accélérer. Alors, je suppose qu'il faut que je sois en lecture, voilà. Je peux ralentir ou je peux le mettre en x16. Vous pouvez avoir le son ou pas. Ici, vous avez File. Vous pouvez ici avoir la liste des vidéos, la liste des enregistrements et à quel moment vous voulez le télécharger. Vous pouvez aussi demander un peu plus pour avoir précisément les fichiers disponibles et puis peut-être les télécharger en local ou sur une clé USB. Vous pouvez aussi demander précisément à quel endroit localement sur votre PC vous avez les enregistrements pour les afficher ici. Donc le watermark, ça permet de valider un fichier qui a été exporté pour savoir si ça vient bien de la caméra. C'est comme une signature qui est dans le fichier. Donc par exemple, si vous faites local, là on va sélectionner un fichier qu'on a extrait tout à l'heure. Attention, là c'est bien en format DAV, on verra pas dans les formats AVI ou autres. Quand on prend le format DAV, on voit ici le nom du watermark qu'on a mis sûrement sur le NVR ou sur la caméra. Donc par défaut, c'est Digital CCTV, donc ça parle pas beaucoup. Mais par exemple, si vous avez mis le numéro de série de la caméra ou la MAC adresse de la caméra, bah là, il sera facile de certifier que le watermark présent correspond bien à la caméra. C'est-à-dire que l'enregistrement qui a été fait correspond bien à cette caméra. Et on ne pourra pas dire juridiquement, c'est ok, on a un enregistrement, mais est-ce que ça vient vraiment de chez vous? Est-ce que ça vient vraiment de votre caméra? Là, on pourra dire oui, regardez, le watermark qui correspond bien avec le numéro de série. C'est à cet endroit-là qu'on pourra le contrôler. Ensuite, on a les différentes alarmes. Donc ça, c'est sympa, c'est quand vous cochez tout et que vous passez votre main devant votre caméra, par exemple, pour activer le motion detection. Et sur votre PC, vous allez avoir un petit signal sonore. Ça peut être utile dans des grands parkings, quand vous avez un agent de sécurité, il ne doit rien se passer du week-end. Bon, il n'est pas obligé de regarder les caméras. Vous activez le motion detection, et quand il y a une activité, ça va le signaler, comme ça il va pouvoir regarder ce qui se passe, et il regardera que quand il se passe quelque chose. Alors ça sera souvent des faux positifs, mais c'est déjà mieux que regarder tout le temps, même s'il se passe rien. Bon, après vous avez le setting, là on va retrouver exactement la même chose qu'on a vu à l'écran. Donc là vous pouvez faire une recherche d'équipement, vous pouvez le rajouter comme là on a la rajouté. Vous faites device search, on voit deux autres caméras, là ils sont on vif parce que ce n'est pas des DAWA. Vous cochez, vous pouvez faire ajouter, au moment de l'ajouter, il va vous dire oui ou non s'il est d'accord, sinon il faudra modifier ici le login, le mot de passe, en flux RTSP ou pas, ou en vif, etc. Ça c'est propre à chaque caméra, à chaque marque. Donc ça va être compliqué pour moi de détailler là, mais en tout cas, vous avez la possibilité de le faire ici. Ensuite, ici, vous allez pouvoir mettre à jour les caméras, bien sûr, de la marque DAWA. Vous n'allez pas pouvoir mettre à jour les autres marques. Ce point-là, on l'avait vu, c'est si vous voulez plus de contraste ou pas, on l'avait déjà en première page, sur une caméra en particulier ou une autre. Vous pouvez choisir 3 types de configurations différentes. Je vais remettre par défaut. Voilà, on va save. L'encodage, encore une fois, moi je vous le déconseille de le faire ici, même si c'est plus facile, plus pratique, parce que vous pouvez accéder depuis ce menu déroulant à toutes les caméras. Pourquoi il faut éviter? Parce que vous allez avoir moins d'options généralement que sur la caméra en elle-même. Mais bon, si c'est juste le mettre en H265 ou autre, vous pouvez toujours l'activer là, ou faire déjà un pré-paramétrage. Le watermark, il est là, donc là, pareil, si vous mettez Digital CCTV et que toutes vos caméras sont sur ce nom-là, ça sera plus difficile pour vous de justifier que l'enregistrement qui a été exporté correspond bien à cette caméra-là. Donc là, profitez-en, mettez le numéro de série, au moins vous aurez quelque chose de solide. Les snapshots, c'est les photos. L'overlay, comme on a dit, c'est ce que vous voulez afficher par-dessus la vidéo. Donc ça peut être le nom de la caméra, le temps ou les petites zones noires que je vous ai parlé avec vous voulez pas afficher votre voisin ou dans la rue. Eh bien c'est ici que vous pouvez activer les zones noires, tout simplement pour être tranquille. À savoir que sur les nouvelles caméras maintenant c'est flou, vous n'avez pas de zone noire, c'est un peu plus évolué que ça. Ensuite vous avez les passes, donc là c'est vraiment sur la page web et pas ailleurs. Quand vous faites un enregistrement ou une récupération de photos, à quel endroit ça doit tomber. Et c'est le plugin de la caméra qui fait ce boulot là. Bon, laissé par défaut, mais c'est peut-être plus pratique de savoir à quel endroit vous le mettre. Ici, ou vous le mettez sur votre bureau si c'est pas clair. Mais sinon, laissez comme ça, c'est très bien. Ensuite, ici, c'est les noms des caméras. Ça, c'est quelque chose que peu de gens font. Ils laissent Chanel ou IPC, mais c'est vraiment une mauvaise pratique parce que quand vous récupérez un
enregistrement. Si vous savez pas de quelle caméra il s'agit, bah c'est compliqué. Et sachez que si pour vous ça vous parle, si un jour vous tombez sur du juridique ou la police ou autre, et ben il faut aussi que ça soit clair pour eux de voir une caméra qui s'appelle garage, arrière boutique ou autre. C'est quand même plus parlant que juste caméra 1, caméra 2. Bon bah pour les agents de sécurité tout de suite c'est plus compliqué pour comprendre ce qui se passe. Ici vous avez l'adresse IP, donc on a déjà fait le point ici, donc je m'attarde pas plus. Sachez que le DHCP peut être activé là, donc ça veut dire que l'enregistreur lorsqu'il va démarrer, il va demander une adresse IP au routeur, et s'il n'a pas d'adresse IP, et ben il va prendre son adresse IP par défaut. Donc faites bien attention quand vous activez cette option là. Il faut vous assurer que vous êtes bien branché avec un routeur type Orange, Free, SFR, un truc comme ça. Les connexions avec les ports, on a vu ça tout à l'heure. Ici, vous parle du flux RTSP avec la syntaxe de l'adresse qu'il faut renseigner. Ça fonctionne par exemple sur VLC. Je vous montre rapidement. Vous ouvrez VLC, vous allez dans Fichier, Médias, ouvrir un flux réseau. Et ici, vous voyez, sur cette ligne-là, c'est précisé, vous pouvez copier-coller ça. Alors, si vous copiez-coller ça, que vous mettez ici votre nom, ou que vous mettez rien, je vais rien mettre parce que je peux pas vous afficher le login et mot de passe. Je vais rien mettre. Je vais juste mettre l'adresse IP et le port. Je vais même pas mettre le port. Je pense qu'il va se débrouiller sans. Et que je l'active, il va me demander le login, le mot de passe. Donc si je l'avais mis tout à l'heure dans l'adresse, je n'aurais pas eu besoin de ressaisir le login et mot de passe. Mais vous voyez, j'ai bien la caméra que je peux voir. Et là, je passe vraiment par l'enregistreur. Et si j'aurais voulu mettre une autre caméra, je suppose que c'est ici qu'il faut que je renseigne le channel. Donc un pour la caméra 1 et ainsi de suite. Hein. Là, c'est assez simple. Mais ça permet de ne pas surcharger votre caméra si elle est limitée par exemple à 2 ou 3 enregistrements et que vous avez peut-être un équipement de type IA et que vous voulez vous connecter en flux RTSP sur votre caméra, bah n'oubliez pas que vous pouvez peut-être passer directement par votre enregistreur, ce qui va vous permettre de pouvoir vous connecter encore au flux vidéo, mais cette fois-ci en bypassant la caméra tout en la regardant. Une bonne méthode. Là ensuite on a en précision si c'est le flux primaire ou flux secondaire que vous voulez afficher. Là c'est pour l'HTTPS, il faudrait déjà l'activer, puis une fois que vous l'avez activé, vous pouvez créer un certificat ou le télécharger. Si ça vous parle pas, laissez tomber. Pareil pour le Dynamic DNS, on en a parlé tout à l'heure. C'est ici qu'on scanne sur l'application directement de Dawa et ça fonctionne. Ensuite, ici vous avez la vidéo détection. Donc comme on a vu tout à l'heure sur le NVR, c'est exactement les mêmes menus. On les passe très très vite. Les anomalies, disque dur absent, en erreur, plus d'espace, déconnecté, IP conflit, MAC adresse conflit et bien sûr la tentative de connexion. Voilà, si la personne essaie de se connecter 20 fois, on le voit ici. Bah, ensuite, le disque dur. Vous voyez qu'on peut tout faire depuis une page web ou en face. Et ça, c'est important parce que quand vous allez peut-être m'appeler pour venir en aide et puis pouvoir paramétrer un enregistreur, ben, moi, à distance, avec un PC qui est branché sur le réseau, je peux me connecter au NVR depuis sa page web et vous voyez que je peux le paramétrer comme si vous étiez devant en fait. Hein. Je peux faire toutes les fonctionnalités et je peux mettre toutes les options que vous souhaitez et puis faire fonctionner comme le client final le souhaite. Ensuite, on a le disque dur. Là, il n'y en a qu'un seul, donc on en a fait le tour. Là, c'est à cet endroit-là qu'on choisit le type de groupe par disque dur. C'est vraiment utile pour les très grosses structures. Hein. Si vous avez 8 caméras, laissez un seul disque. Au pire, 2 disques si vous voulez avoir vraiment du backup, mais sinon c'est suffisant. Ce point-là, on l'avait vu tout à l'heure. Là, pareil, quelle caméra enregistre sur quel disque dur, on n'y touche pas, on a vu déjà tout à l'heure. Le système général, c'est le point important, je vous dis, renseignez bien la date, l'heure, ça c'est important. S'il y a un conflit juridique ou autre, il faut que tout ça soit bien renseigné. Ensuite, votre compte, les groupes, on l'a vu, les fonctions que vous voulez activer, en quelle résolution on l'affiche, etc. On a vu tout ça. Au niveau de la sécurité, quelles sont les adresses IP qui seront autorisées, peut-être une plage d'adresses IP pour gagner un peu de temps, mais bon, au niveau sécurité, on vient un peu de perdre l'efficacité. Ensuite, on a aussi les sites interdits. Bon, ça, c'est moins efficace. Hein. Ça veut dire que là, si vous gérez par liste noire, ça veut dire que toutes les adresses IP sont autorisées, sauf celle-là. Bon, ok,
Mais il faut un cas spécifique, parce que sinon, la personne, elle change d'adresse IP et puis ça recommence, quoi. Donc, ça va pas être suffisant. Là, c'est si vous voulez remettre par défaut le système, les imports et exports de configuration. Ici, si vous voulez que ça soit auto-redémarré une fois par semaine et quel jour, les mises à jour, bref, on retrouve exactement la même chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, les infos, je vais devoir flouter ça, je suis content. Ensuite, on a les logs, donc pour pouvoir faire des recherches. J'avais fait à un moment donné, vous voyez, on voit tout, hein, les recherches, les playbacks, télécharger. On a vraiment toutes les fonctions. Tout à l'heure, j'avais fait des tentatives de connexion. Je pense qu'on peut faire une recherche comme ça, voilà. On voit le remote et on voit que je me suis déconnecté sur quel PC, à quel moment. On a bien toutes les informations. Quels sont les utilisateurs actuellement connectés? Ça, c'est bien l'adresse IP de mon PC. Et si je clique sur Logout, je suis déconnecté. Voilà, on a fait le tour de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. C'est sûrement un petit peu long, mais bon, il y a quand même beaucoup d'informations à renseigner. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci, au revoir.